procès. Et avec Guillaume, on va rejoindre notre grand témoin. Notre grand témoin, qui n'est autre que l'avocate, je le disais, qui a peut-être le plus de pression sur les épaules en cette rentrée. Voilà une façon de vous accueillir très délicate. Maître Emmanuel Franck, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Cédric Jubilard, avec votre confrère, Maître Alexandre Martin, qu'on salue. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Comment pouvez-vous les défendre » aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On peut le dire, c'est peut-être votre dernière grande interview avant le début du procès, parce que vous allez après rentrer dans votre bulle, où vous êtes déjà un peu, parce que vous avez évidemment eu un été studieux. Question très simple pour commencer, dans quel état d'esprit vous êtes à 3 semaines du procès qui va donc démarrer, on le rappelle, le 22 septembre devant les assises du Tarn? Un état d'esprit extrêmement concentré. Cela fait, je dirais, plusieurs années qu'avec mon confrère Alexandre Martin, nous levons, nous mangeons, nous vivons, nous dormons avec le dossier Cédric Jubilard. Et évidemment, les choses se sont accélérées cet été. Nous sommes dans notre bulle, nous travaillons ensemble, chacun de son côté, puis ensemble. Et donc, voilà, un état d'esprit extrêmement concentré à l'approche de ce procès. Est-ce que quand on est une avocate comme vous, rompue à ces grands dossiers, quand on aborde un tel procès, on se dit quand même, est-ce que je vais y arriver ? Oui, évidemment, et je crois que c'est bon signe d'ailleurs. Je pense qu'il est toujours très important de douter. C'est un métier qui oblige d'une certaine humilité. Et donc cette humilité, elle est nécessaire, ce stress est nécessaire, cette peur de ne pas y arriver est éminemment nécessaire pour arriver à donner le meilleur de soi-même. C'est un peu comme en matière sportive, je crois. On a un peu l'impression avec Alexandre Martin de se préparer à un marathon ces derniers temps. On va reprendre évidemment toute l'histoire avec Guillaume, toute cette affaire Jubilard. Peut-être un mot de l'état d'esprit de votre client. J'imagine que vous vous entretenez régulièrement avec lui avant le début de ce procès. Comment aborde-t-il le procès? Est-ce qu'il faut s'attendre à des déclarations? Est-ce qu'il faut s'attendre à des révélations? Non, c'est un homme qui, depuis désormais 4 ans et demi, dit toujours la même chose. Il y a une certaine constance, je dirais assez rassurante, d'ailleurs, chez Cédric Jubilard, qui consiste à toujours dire la même chose, à savoir, je ne suis peut-être pas, et je n'ai peut-être pas été un mari parfait, peut-être pas un papa parfait, je ne suis certainement pas parfait. Par contre, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas un meurtrier et je n'ai pas tué Delphine. Il y a eu plusieurs rebondissements au cours de l'été. Il y en a eu 2 essentiellement. Le premier, c'est le fait que vous étiez 3 à défendre Cédric Jubilard. Et il y a votre confrère Alexandre Martin, il y avait votre confrère Jean-Baptiste Allary, et fin juillet, Jean-Baptiste Allary dit « Je renonce, je jette l'éponge, trop de pression ». Ça a suscité beaucoup de troubles, beaucoup de questions. Comment à 1 mois d'un procès, on peut se dire « J'ai trop de pression, j'abandonne ». On peut se demander s'il n'a pas vu, lui, un dossier impossible à défendre. Alors, on n'est absolument pas sur ce registre-là. D'ailleurs, je crois qu'en même temps qu'il disait qu'il abandonnait la défense de Cédric Jubilard, il a pris le soin de rappeler qu'il était convaincu à titre personnel et en qualité d'avocat également que cet homme était innocent et que ça n'avait donc rien à voir. Les raisons qui l'ont poussé à ne pas continuer la défense de Cédric Jubilard sont des raisons personnelles donc par nature, il ne m'appartient pas évidemment de les commenter et je n'en connais pas d'ailleurs tous les tenants, les aboutissants. Donc on est vraiment sur le terrain personnel et pas un défaut, comme j'ai pu le lire, un défaut de conviction de l'innocence de son client. On n'est pas sur ce terrain-là, nous sommes sur des raisons personnelles. Deuxième rebondissement de l'été, c'est ce supplément d'information qui a été demandé à 1 mois et demi du procès, assez surprenant, extrêmement rare. Peut-être Guillaume, rappelez-nous pourquoi on a fait un supplément d'information. Parce qu'il y a une femme qui est une des protagonistes assez centrales maintenant de ce dossier, Jennifer, c'est comme ça qu'elle est prénommée, qui elle dit que Cédric Jubilard lui aurait fait des aveux. Et donc, évidemment, vu la teneur des aveux, les aveux seraient qu'il aurait tué Delphine Jubilard et qu'il aurait ensuite enfoui le corps dans une ferme agricole. Et donc, ça a nécessité que cette femme soit entendue. Au cœur de l'été, ça a été un peu le rebondissement de cet été, juste avant le procès, vous le rappelez Philippe, qui s'ouvre le 22 septembre prochain. Elle fait des déclarations très précises sur ce que Cédric Jubilard lui aurait dit, la manière dont il l'a étranglé, la manière dont il s'est débarrassé du corps. Il lui indique même la zone où il se serait débarrassé du corps. Même si le supplément d'information n'a pas débouché sur grand-chose, ça laisse une impression quand même très particulière avant ce procès. Et surtout, on se dit,
Pourquoi Cédric Jubilard irait inventer de telles choses? Je crois que surtout que ce témoignage doit être apprécié dans la globalité de ce dossier, où vous l'avez déjà peut-être observé, et vous l'observerez encore plus évidemment lors de ce procès. Nous avons une agrégation de plein de gens qui à un moment donné veulent prendre la lumière. Donc cette mais dame était peut-être parce déjà que Cédric Jubilard parle beaucoup, il avait parlé à ses co-détenus, là il se met à parler à son ex-copine. Non mais déjà Cédric Jubilard, sa position par rapport à Jennifer est de dire moi je ne lui ai absolument rien dit. Nous avons cette femme qui est manifestement une intrigante, qui était déjà dans le giron de Cédric Jubilard en 2021 et qui déjà cherchait à lui soutirer des informations. Ensuite, la relation avait stoppé parce qu'elle avait découvert qu'il avait une autre dame, Séverine, dans sa vie, et puis elle a repris des contacts avec, dans un contexte très particulier où dans le même temps, elle fait un documentaire pour un journaliste du Parisien, dans le même temps, elle pose des quantités. Donc elle cherche la lumière, c'est ça que vous nous dites? Et elle fait des déclarations qui sont à la fois précises, mais surtout extrêmement imprécises et qui de toute façon ne collent pas avec les éléments du dossier, raison pour laquelle je pense, Madame le Président, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, a certes sollicité que cette dame soit entendue, mais n'a pas sollicité derrière des investigations complémentaires. Cette femme qui reparle de la fameuse couette, alors la couette c'est devenu un symbole de ce procès, tout le monde parle de la couette, on rappelle, les gendarmes, Delphine disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les gendarmes quand ils débarquent chez Cédric Jubilard et Delphine découvrent une couette sur un étendoir qui a été lavé. Housse de couette. Housse de couette, pardon, vous avez raison. Housse de couette. Il y a la couette, sur les housse de couette, c'est plus difficile. Housse de couette qui a été lavée parce qu'il y aurait eu des traces de la mort de Delphine dessus. Oui, mais enfin ça c'est ce que l'on entend dans la presse. Alors au départ, vous aviez raison de faire le lapsus, ça me permet de rebondir. Au départ, c'était une housse de couette qui aurait été lavée dans la nuit de la disparition. C'est ce qu'avait dit le procureur de la République. On s'est vite rendu compte qu'il avait menti et raconté n'importe quoi puisque ça n'était pas conforme à la réalité. Donc de la couette, on est passé à la housse de couette quelques mois plus tard. En réalité, il y avait du linge qui séchait et les gendarmes de venir nous expliquer par analyse des photographies que la housse de couette semble avoir des zones un peu sombre et que donc peut-être elle est mouillée. Bon, tout ça, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de constatation, il n'y a rien eu. C'est la housse de couette de la chambre du couple. Donc il va falloir à un moment donné qu'on explique à la défense ce qui s'est passé et contre quoi on doit se défendre. Est-ce qu'on doit se défendre contre un meurtre qui aurait lieu dans la chambre, qui aurait lieu dehors et qui aurait été entendu par les voisines, qui aurait lieu dans le salon entendu par l'enfant du couple? Enfin, à un moment donné, c'est quand même un peu la foire au scénario. Maître Franck, on vous écoute, on vous entend défendre d'ailleurs Cédric Jubilard, c'est votre rôle. Mais si on admet un instant que l'hypothèse que ce ne serait pas Cédric Jubilard, présumé innocent du reste, ce serait qui? Pourquoi Delphine Jubilard sortirait de chez elle cette nuit-là? C'est quoi votre thèse? Pourquoi elle sort? Très difficile pour la défense d'avoir une thèse parce que, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, on n'est pas dans une procédure à l'américaine où on aurait, nous, la défense, des pouvoirs d'enquête. On aurait affaire à des détectives qui nous aideraient là-dedans. Nous ne sommes pas dans cette procédure-là, donc on est obligé de se baser sur le travail des enquêteurs. Et aujourd'hui, on a une enquête qui, dès le premier jour, n'a eu vocation à réunir que des éléments contre Cédric Jubilard. Donc on est un peu à jeun d'éléments qui pourraient nous permettre d'aller au-delà. Mais pour répondre à votre question, malgré tout, le dossier recèle un certain nombre de pistes qui ont été un peu exploitées et pas assez, et que nous exposerons tout simplement devant la cour d'assises. Il ne nous appartient pas de prouver l'innocence d'un homme, ne renversons quand même pas la charge de la preuve. Par contre, nous avons matière, me semble-t-il, et en tout cas ça sera aussi notre travail, à expliquer à des jurés qu'il y a d'autres pistes et que si elles ne sont pas abouties et qu'on ne peut pas leur présenter un scénario, c'est aussi parce que l'enquête a été extrêmement mal faite. C'est le sentiment de la défense. C'est une enquête qui a été très bien faite dans l'hypothèse de Cédric Jubilard pour rechercher sa culpabilité, mais extrêmement mal faite pour le reste. Il y a quand même dans le dossier beaucoup d'éléments, on ne va pas tous les reprendre, mais un quand même. Le bornage du téléphone de Cédric Jubilard. Son téléphone borne, alors quand on dit borne, ça veut dire qu'il y a des antennes qui accrochent l'alerte, le réseau, le signal, voilà, le signal du téléphone. 17 fois, il est capté, ce téléphone, dans une zone boisée, non loin du domicile, le mois précédant la disparition. Le jour de la disparition de Delphine, le téléphone de Cédric borne une fois. La nuit de la disparition de Delphine, le téléphone de Cédric Jubilard borne une nouvelle fois dans cette même zone. Si on reprend le film, on pourrait se dire que pendant un mois, il a préparé les choses dans ce même lieu, que le jour même, il va peut-être déposer des choses, et que la nuit, il va y déposer le corps.
Oui. À l'évidence, ça n'est pas ce qu'ont pensé les enquêteurs pendant 4 ans et demi, puisqu'en fait, dès le départ, c'est pas... là aussi, c'est arrivé 3 mois avant le procès, des avocats de partie civile ont sorti cet élément. Bon, cet élément, il est dans le dossier depuis 4 ans et demi, donc il était temps que les uns et les autres en prennent connaissance. Quoi qu'il en soit, les gendarmes ont écarté ce que vous êtes en train de dire, parce qu'ils ont dit, et ils le mettent dans un procès verbal, ce sont des faux positifs techniques, comme ils ont dupliqué le téléphone de Cédric Jubilard. Alors c'est une hypothèse. Deuxièmement, et je vais immédiatement contrecarrer cette thèse-là, très facilement. Dans la journée du 15 décembre, entre midi et 2, nous avons effectivement ces fameux points GPS qui situeraient, et je parle au conditionnel, Cédric Jubilard dans un bois à Mirandole, je ne sais quoi. Dans le même temps, et nous le savons par des témoignages, mais également par sa téléphonie, il borne à Albi, puisqu'il travaille, il est sur un chantier, il a son chef de chantier qui est présent, il a son téléphone qui borne sur Albi, c'est-à-dire à une 40aine de kilomètres de là, et il n'a pas de voiture ce jour-là. Donc si vous voulez, cette histoire de GPS entre midi et 2 le 15 est la démonstration même de ce que, manifestement, ça ne colle pas avec une réalité. On est dans un procès hors norme. En préparant avec Guillaume, on s'est dit, bon, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuves irréfutables. En même temps, tout semble accabler Cédric Jubilard. Et on s'est posé une question simple à Guillaume. C'est quoi votre meilleur atout ? Notre meilleur atout, il est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la connaissance du dossier. Ça, c'est le meilleur atout des avocats. C'est pour réussir, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. L'autre meilleur atout, ce sont les règles de justice que nous devons appliquer, que l'on aimerait se voir appliquer lorsqu'on est juré. Et ces règles de justice font que, il faut l'espérer, en France, on ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait suffisamment d'éléments et sans qu'il n'y ait de doute ou d'incertitude. Et donc notre meilleur atout, c'est de faire revenir les jurés à la base de ce qu'est notre justice et de ce qu'elle doit être. Le doute doit servir à l'accusé. Merci beaucoup, maître Emmanuel Franck, d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. On va suivre évidemment ce procès qui commence le 22 septembre prochain.